Dans le domaine de l'intelligence artificielle, il y a un grand gagnant, ce sont les créateurs de puces. Les créateurs de puces, à l'heure actuelle, c'est ce qui vaut le plus cher sur les marchés financiers et on se retrouve avec une moyenne de marge opérationnelle dans tout ce secteur d'aux alentours de 60. 60, c'est du jamais vu, avec une croissance qu'on n'a non plus jamais vue à l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de l'humanité. Pour vous faire une idée, 60 de marge opérationnelle, ça veut dire que quand vous vendez quelque chose 100, ça vous a coûté 40 à produire. Donc les marges sont absolument astronomiques et l'argent qui est engrangé est également très très important. Sachant cela, on peut se dire, si les marges opérationnelles sont très importantes, tout le monde va se mettre à produire des puces. Les Chinois vont commencer à produire des puces en masse et les Européens, les États-Unis vont également le faire. Mais évidemment, ce n'est pas aussi simple. Donc on va essayer de voir pourquoi. On va essayer de comprendre pourquoi et je vais vous expliquer un petit peu l'écosystème autour des puces. Alors c'est un sujet qui est très complexe, donc je vais évidemment vulgariser de façon importante pour que la vidéo reste courte. Mais vous aurez quand même une bonne idée de pourquoi est-ce qu'en Europe ou en France, on ne décide pas de se lancer dans la création de puces. Alors il faut savoir que quand on parle de puces, on parle ici, dans le cadre de cette vidéo, de puces spécifiques. On parle de puces dédiées à l'intelligence artificielle. Donc ça veut dire des puces qui sont très très avancées et qui sont très complexes à faire. D'une façon générale, donc ça rentre dans un business qu'on appelle les semi-conducteurs, la création de puces, qu'on appelle les semi-conducteurs. Vous avez plein de types de semi-conducteurs. Vous en avez des très simples à faire, qu'on va utiliser dans tous les domaines, quasiment dans tout, dans les frigidaires, dans les voitures, dans l'électroménager, absolument partout il y a des puces. Mais la grande majorité de ces puces sont très faciles à faire. Étant donné que c'est très facile à faire, elles sont produites en grande partie par l'Asie et les marges sont très faibles. Pourquoi? Parce que la compétition est très très importante, parce que tout le monde peut le faire. Pour les puces, par contre, dédiées à l'intelligence artificielle, vous allez voir que ça n'a rien à voir. Au niveau de la production, ça représente une toute petite partie des semi-conducteurs, et pourtant, ça représente presque la moitié de l'ensemble de tous les flux financiers générés par le secteur. Donc, on va essayer de voir de quoi c'est constitué. Alors, ça rentre dans le cadre donc d'un article qu'on a fait sur la chaîne de valeur dans l'intelligence artificielle. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les autres éléments de cette chaîne de valeur, vous pouvez évidemment regarder les autres vidéos de la chaîne, celle de juste avant. Vous allez également apprendre plein de choses. Alors, ce qu'il faut retenir de cet article, c'est que globalement, le marché en 2023 des semi-conducteurs était aux alentours de 527 milliards de dollars. C'était déjà une très très grosse industrie. On était au début de l'IA encore. Ensuite, en 2024, il est monté à 630 milliards. En 2025, on est allé à 791 milliards. Et la projection, c'est qu'en 2026, on va atteindre les 1000 milliards. Donc ça devient une industrie absolument majeure. Et peut-être que ça va devenir la plus grosse industrie qu'on ait jamais connue. Tout simplement. Alors, si vous voyez ici la croissance du marché, c'est absolument énorme, puisque en même pas 3 ans, on a quasiment doublé la taille. Voilà. Sur des volumes pareils, c'est quasiment du jamais vu, surtout que c'est un marché qui est compliqué à faire évoluer en termes de volume, puisque la construction de moyens de production sont très compliqués, en tout cas pour les puces les plus avancées. Et du coup, il y a une inflation des prix qui est très importante, ce qui explique en partie cette croissance qui est fulgurante. Donc le prix tout simplement des puces augmente. Alors, maintenant, on va parler d'un sous-marché en particulier, c'est le sous-marché des puces dédiées à l'IA. Donc ce sont les puces les plus compliquées à faire et celles qui ont le plus de valeur. Ce marché représentait en 2024 un peu plus de 125 milliards de dollars. Aujourd'hui, ça pèse à peu près 500 milliards. Donc quasiment la moitié du marché total des semi-conducteurs est en fait représenté par simplement les puces IA. Alors en bas ici, je vous ai mis un graphique avec les principaux acteurs dans les semi-conducteurs, NVIDIA, SK Hynix et TSMC. Alors en fait, ce sont 3 acteurs qui font des choses très différentes. TSMC et SK Hynix, qu'on appelle des fonderies, c'est-à-dire que c'est eux qui créent les puces. NVIDIA, non, directement impliqué dans les puces. Mais NVIDIA, ils font de l'assemblage et ils vont également dessiner les puces dont ils ont besoin, notamment pour leur GPU, leur carte graphique. Donc, un GPU, c'est une puce. Okay. Pour concevoir cette puce, eh bien, NVIDIA font des plans. C'est des plans qui sont évidemment très compliqués à mettre en place, mais NVIDIA ne peut pas construire la puce à partir de ces plans. Il va devoir faire appel à une fonderie. Cette fonderie, c'est essentiellement TSMC. TSMC, ce sont les seuls à pouvoir réaliser les puces de NVIDIA. Ça, c'est quelque chose à noter. Et vous pouvez voir que les 3 ici, au niveau de la croissance
des chiffres d'affaires, c'est quasiment, enfin, on est sur des augmentations qui sont très, très importantes. Un peu moins peut-être pour TSMC parce que, bah, ils étaient déjà très, très gros à la base. Voilà, donc vous pouvez voir ici, donc on part d'un point de base ici de 100, d'accord? Vous pouvez voir où on en est ici. En 2026, donc année 1, année 3, on a multiplié quasiment par plus de ouais, par 3,5 le chiffre d'affaires de l'entreprise, qui était déjà une très, très grosse entreprise et Nvidia est aujourd'hui la plus grosse capitalisation mondiale. Pareil pour TSMC, pareil pour SK Hynix, donc on va en reparler de SK Hynix, mais SK Hynix est une entreprise qui est spécialisée dans la création de mémoire de haute performance, notamment ce qu'on appelle la HBM, qui sont nécessaires pour les cartes graphiques Nvidia. OK, alors vous pouvez voir donc que les semi-conducteurs, ça représente 50% des revenus générés par les semi-conducteurs et pour autant, en volume, ça représente moins de 0,2% des semi-conducteurs. C'est juste pour vous montrer la différence de marge en fonction de ce que vous faites dans les semi-conducteurs. Si vous faites des semi-conducteurs de base, vous avez des marges qui tendent vers 0. Donc ça n'a rien à voir. Donc là, on a 250 d'écart d'intensité de valeur par unité en ordre de grandeur par rapport justement au type de semi-conducteur que vous faites. Alors, je vais vous expliquer dans les grandes lignes comment ça fonctionne avant de poursuivre sur les graphiques pour bien comprendre la différence entre SK Hynix, Nvidia, TSMC, ASML et tous les différents acteurs. Donc, je vous ai mis ici une petite carte qui représente un peu toute la chaîne de valeur de l'IA. Donc ici, vous avez les créateurs de modèles qui proposent leurs modèles, soit via des applications, soit en direct, aux utilisateurs. Les utilisateurs, c'est soit les entreprises, soit des particuliers. Ensuite, pour pouvoir faire tourner ces modèles, il faut des capacités de calcul qui sont en grande partie détenues par les fournisseurs de cloud, qui, au-dessus de la capacité de calcul qui est mise à disposition par le fournisseur de cloud, va proposer des infrastructures, des logiciels, qui vont être utilisés par les fournisseurs de modèles pour pouvoir proposer leurs modèles. Ces fournisseurs de cloud possèdent les data centers qui sont très très importants puisque c'est là où s'opère tout le calcul. Pour la création du data center, on a le foncier qui est très important, l'apport énergétique qui est vital et qui représente très peu dans la chaîne de valeur, mais qui est nécessaire par contre. Et vous avez également les puces, donc tout ce qu'on va mettre à l'intérieur du data center. Donc là, vous avez notamment des GPU, cartes graphiques Nvidia. Vous allez avoir besoin d'énormément de mémoire, qui sont directement intégrées dans les cartes graphiques ou alors externes. Et pour ça, vous avez besoin notamment de TSMC, qui est une fonderie qui, eux-mêmes, vont utiliser une machine créée par ASML pour faire de la lithographie, qui est nécessaire. Et donc, ça va rentrer dans le processus de création de la puce. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne après. Donc, on est là. Et là, ce qui nous intéresse, donc, je vous ai mis ici chips 58%. Chips 58%, c'est à peu près la moyenne de la marge opérationnelle du secteur. Avec Nvidia aux alentours de 60%, SK Hynix aux alentours de 72%, ce qui est du jamais vu. TSMC aux alentours, je crois, de 60% et ASML aux alentours de 40% à peu près, 36%, entre 36 et 40%, pour vous faire un ordre d'idée. Ok, alors maintenant ce qui va nous intéresser, c'est cette partie chips, comment est-ce qu'on fait une carte graphique. Et on va partir là-dessus, comme ça vous allez voir que ça va être un peu plus simple de comprendre ensuite les points bloquants et toutes les difficultés pour la mise en place du produit final qui va être utilisé ensuite dans le data center pour pouvoir héberger un modèle d'intelligence artificielle. Donc j'ai préparé pour ça un petit graphique que j'ai positionné ici. Donc là en bas, vous avez la carte graphique et on va se refaire tout le schéma. Comme ça, vous allez bien comprendre de quoi il s'agit. Alors déjà de base, pour pouvoir créer une puce, on va avoir besoin de silicates. Donc les silicates, c'est un composé chimique dans lequel on va retrouver du silicium. Donc, voilà. Donc, vous avez par exemple du sable, vous avez certains sables qui contiennent beaucoup de silicates. Donc la matière première n'a absolument aucune valeur. Aucune valeur. Il n'y a absolument aucune limite à ce niveau-là. Dans le procédé, par contre, il y a des limites. On va avoir des limites, on va avoir besoin notamment de gaz rares, comme le néon, qui va être important et qui, lui, peut poser problème, et notamment avec la guerre en Iran, où on a des installations qui ont détruit des moyens de production justement de ce fameux néon. Mais peu importe, on va rester assez simple. Pour l'instant, on va dire que pour la création de la puce, on n'a besoin que de sable. Donc, de ces silicates, on va extraire le silicium. Le silicium, c'est un atome. Donc, on va faire du silicium pur, un cristal, d'accord. Et on va modifier les propriétés du silicium, notamment pour améliorer la conductivité. Et au final, on va se retrouver avec ces petites galettes qu'on appelle des wafers. Elles ne sont pas si petites que ça, ces galettes. Sur ces wafers, qu'est-ce qu'on va faire? On va dessiner les puces. Alors quand on parle de puce, on parle d'un terme qui est très générique, puisque une puce, ça peut être un CPU, une puce, ça peut être un processeur, une puce, ça peut être un élément de RAM, une puce, ça peut être plein de choses. D'accord? C'est un terme générique. Et toutes ces puces sont dessinées sur ces wafers. Donc à partir de là, on va avoir besoin, pour pouvoir créer notre puce, d'un plan.
Le plan, c'est où est-ce qu'on va positionner les transistors, c'est toute la composition, toute l'architecture de la puce, telle qu'on voudrait qu'elle soit présente. Donc pour ça, on va créer des dessins, et c'est notamment NVIDIA qui va créer ces dessins pour ces cartes graphiques, pour les puces qui vont être utilisées, donc ces GPU, ces fameux GPU. Et NVIDIA ensuite ne crée pas la puce, parce qu'il ne peut pas le faire. Il n'a pas le matériel pour le faire. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va donner sa puce à quelqu'un qui peut créer ce qu'on appelle une fonderie, qui va créer la puce. Donc la fonderie, elle a ses wafers, et quand elle a créé ses wafers, elle va commencer à créer la puce sur le wafer. Donc il y a plein d'étapes, mais globalement, vous avez notamment une étape de lithographie. Donc la lithographie, ça va être essentiellement le dessin sur la tranche de silicium. Okay, et après, vous avez plein d'autres étapes. Vous avez gravure chimique ou plasma, dépôt de matériaux, dopage, implémentation ionique, métallisation, polissage. Vous avez plein d'étapes qui sont toutes aussi complexes l'une que l'autre. Et ensuite, on va avoir une certaine densité d'informations, okay, donc la capacité en gros de la fonderie de pouvoir avoir une densité de transistors la plus importante possible sur son wafer. Eh bien, on va parler de génération, et en général, les différentes générations sont représentées par des tailles en nanomètres. Donc on a par exemple 7 nanomètres, 5 nanomètres, 3 nanomètres, 2 nanomètres, moins de 2 nanomètres, etc. etc. Voilà. Donc ça ne représente en fait pas grand-chose, ces chiffres. Simplement, on le prend plutôt comme une génération de possibilités que nous offre la fonderie. Et en fonction des possibilités que nous offre la fonderie, évidemment, ça va avoir un impact sur la façon dont on va dessiner nos plans. On ne peut pas faire les mêmes puces, on ne peut pas dessiner les mêmes puces si on n'a pas les mêmes capacités. Alors, une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a mis en place tous les éléments pour créer notre puce sur notre silicium, eh bien, il y a une phase de test. Et c'est là où on va trouver toutes les parties qui ne fonctionnent pas. Parce que c'est très courant qu'il y ait des puces qui ne fonctionnent pas. Le procédé est extrêmement complexe, on parle de tailles de gravure qui sont minuscules. Et ce qu'il faut pour pouvoir avoir quelque chose de financièrement rentable, il faut au moins un rendement aux alentours de 70%. Et si jamais vous n'avez pas ce rendement, eh ben, vous avez des problèmes. Globalement, vous avez de gros problèmes. Une fois qu'on a fini cette phase de test, eh bien, on va découper en dies. On appelle ça des dies. C'est ces petits carrés. Hein, on va simplement découper le wafer. Et ensuite, chacun de ces petits carrés représente notre puce finale. Après, on a une phase de packaging. Donc le packaging, ça va être de l'assemblage de puces entre elles pour créer la puce finale. Enfin, l'ensemble final, le package final. Donc par exemple, pour une carte graphique, un GPU H100, eh ben, on va devoir avoir besoin de mémoire, puisque le GPU va pouvoir calculer. Il va calculer quoi? Des informations qui vont être présentes sur une mémoire. On utilise de la HBM, qui est un type de mémoire très performante, qui est produite notamment par SK Hynix, Micron et Samsung. Pour créer cette HBM, on repasse exactement par le même processus de création de puces. Simplement, SK Hynix, Micron et Samsung sont également des fonderies qui sont spécialisées justement dans la création de la mémoire, notamment. Donc ils peuvent pas faire autant de choses que TSMC. TSMC, c'est une fonderie qui est exceptionnelle sur toute la planète. Hein. Il n'y en a qu'une seule. Enfin, il n'y a qu'un seul acteur qui fait ça, c'est TSMC. Et eux, ils ont la caractéristique de pouvoir récupérer des plans de n'importe qui. Et s'ils vous aiment bien, ils vont vous créer vos puces à partir de vos plans. S'ils vous aiment pas, par contre, vous ne pouvez pas créer vos puces. Voilà. Une fois qu'on a notre packaging qui est fait, et bien ensuite, on va pouvoir positionner ça sur des cartes quelconques. Et après, on va pouvoir constituer notre produit final, notre carte graphique. Donc comme vous pouvez voir ici, il y a beaucoup d'étapes, et chacune de ces étapes est extrêmement complexe et très capitalistique et va nécessiter des machines qui sont également, elles, très complexes à créer, très chères, avec une quantité de fournisseurs mondiale. Donc je vous ai justement mis un exemple. Et l'exemple qu'on va prendre, c'est cette fameuse machine de lithographie qui est simplement une seule des étapes de la création de la puce finale. C'est ASML qui crée cette machine. Cette machine vaut 400 millions, plus le coût de la maintenance, qui est très important, qui représente une part significative du chiffre d'affaires d'ASML. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si jamais, on pourrait se dire, mais alors, pourquoi est-ce qu'on ne recrée pas ASML? Pourquoi est-ce que les Chinois, plutôt que d'acheter ces machines à l'entreprise ASML, eh ben, ils ne les créaient pas eux-mêmes, ces machines? Question legit, vu que c'est quelque chose d'indispensable à la création des puces. Ben, ASML, si vous voulez, pour vous faire une idée de la complexité de ce qu'ils font, déjà, vous avez besoin de travailler avec à peu près plus de 5000 fournisseurs. Ces fournisseurs, pour beaucoup d'entre eux, sont des fournisseurs qui ont un seul client, ASML. Donc déjà, si vous voulez créer l'équivalent d'ASML, vous ne pourrez pas travailler avec ces fournisseurs, qui ne travaillent qu'avec ASML. Donc il va falloir que vous créiez l'ensemble de tout l'écosystème, de toute la chaîne de valeur d'ASML pour pouvoir recréer ces machines. Sachant qu'ASML
produit des machines à l'heure actuelle d'une certaine génération, mais qu'eux-mêmes ne sont pas du tout statiques. Ils ont déjà une roadmap sur la prochaine génération des prochaines machines. Ils sont déjà en train de travailler sur les prochaines machines. Ils n'ont même pas encore livré les machines actuelles de la génération qu'ils ont déjà, de la génération actuelle, qui sont déjà en train de concevoir les plans de la génération d'après. Si vous voulez, aucun acteur n'est immobile. Donc si vous voulez rattraper ASML, déjà, même si vous arrivez à les rattraper sur la génération actuelle, vous êtes déjà en retard. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas simplement quand vous allez changer de génération, c'est pas simplement une amélioration du procédé. Parfois, vous allez complètement devoir changer d'approche. Pour obtenir des petits gains, parfois, vous allez devoir changer beaucoup de choses. Vous allez devoir changer complètement tout le procédé. Et par conséquent, eh bien, même si vous copiez une façon de faire, même si vous copiez une machine à un instant donné, ça ne veut pas dire que ça aura de la valeur. Donc, de façon réaliste, si vous voulez recréer ASML, il vous faudra à peu près, avec toute la chaîne de valeur, il vous faudrait entre 10 et 30 ans de travail pour avoir les machines actuelles. Et probablement plus de 1000 milliards de dollars. Facilement. Et donc, c'est complètement impossible. D'autant que sur les fournisseurs, comme vous pouvez voir, vous avez des fournisseurs de partout. Vous avez des fournisseurs dans les Pays-Bas, dans le reste de l'Europe, vous avez des fournisseurs en Amérique du Nord et des fournisseurs en Asie. Même si vous arrivez à travailler avec des fournisseurs d'ASML, vous avez des fournisseurs ici en Amérique du Nord. Ce qui veut dire que si vous êtes chinois, eh bien, les Américains vont tout simplement vous empêcher de travailler avec certains fournisseurs. Donc, de toute façon, vous serez également bloqué géopolitiquement par les autres pays, et notamment les États-Unis. Voilà. Et là, l'exemple de ASML, c'est un exemple, c'est un maillon. Un maillon. Vous pouvez imaginer pour les autres maillons. Pour TSMC, pour vous faire une idée, les unités de production de TSMC, c'est ce qu'on appelle des fabs. Pareil pour SK hynix, Micron et Samsung. Un fab, ça vaut entre 10 et 30 milliards de dollars, sachant qu'il faut compter entre à peu près aux alentours de 4 ans pour construire une unité de production. Donc, même si à un moment donné, vous avez une rupture de stock, pour pouvoir augmenter la capacité de production, il va falloir attendre 4 ans. D'autant qu'ils n'ont pas spécialement envie d'augmenter, eux, leur capacité de production, vu les marges qu'ils font, en fait, ils s'en fichent un peu. Donc, on est arrivé à un stade, si vous voulez, où les autres acteurs, les Google, tous ceux qui vendent, qui créent leur data center, Microsoft, Amazon, etc., AWS, sont prêts à payer TSMC, à payer les fabs de TSMC pour qu'ils augmentent la production, ou de SK hynix, ou de tous les producteurs de puces. Ok, donc on en était là. Alors, au niveau des marges opérationnelles, donc comme je vous avais dit, pour l'instant c'est indécent, et vous avez bien compris que c'était quasiment impossible de les disrupter. Donc on a SK hynix 72%, Nvidia aux alentours de 60%, TSMC aux alentours de 58%, et ASML aux alentours de 36%. Alors vous pourriez me dire, ASML, du coup, ils pourraient augmenter leur marge opérationnelle, puisque comme c'est les seuls à faire leur machine, ils pourraient, mais il faut faire attention quand vous travaillez dans un écosystème. Si jamais vous asséchez l'écosystème et que vous captez une trop grosse partie de la chaîne de valeur, au bout d'un moment, ça va mal se passer pour vous. Donc il faut quand même qu'il y ait une répartition qui permette à tout le monde de s'en sortir pour avoir un écosystème qui soit viable. Et là, vous pouvez voir le petit dernier, STMicroelectronics. Donc ça, c'est un acteur en partie français, hein, avec des marges de 2,3%. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que STMicroelectronics, ils ne font pas de puces, ils ne font pas de semi-conducteurs pour l'IA. Ils font des semi-conducteurs pour les voitures, pour l'industrie automobile, par exemple, qui se portent très très mal. Donc si vous avez acheté du STMicroelectronics, c'était pas forcément la bonne affaire. Et ça représente 3 milliards de chiffre d'affaires. Hein, 3 milliards de chiffre d'affaires. Là où Nvidia, pour vous faire une idée, on est à 215 milliards. Bon. Ok, ensuite, on a également des acteurs qui développent des processeurs, notamment pour le calcul de haute performance, Seapearl, qui développe RAE 1. Donc, en fait, ici, quand on dit qu'on développe un processeur, on développe les plans du processeur, un petit peu comme Nvidia avec ses GPU. Mais par contre, on n'a pas de fonderie pour créer le processeur. Donc, on a besoin de TSMC. Sinon, on ne peut pas créer le processeur. Voilà. Et après, donc, on a Mistral. Mistral, alors, pourquoi on l'a positionné ici? Parce que Mistral a récemment levé 830 millions de dettes. Pour faire quoi? Pour acheter des puces Nvidia. Voilà. Donc tout l'argent que vous levez, en fait, vous le dépensez ensuite dans les puces. Et j'aime autant vous dire qu'il y a une inflation terrible sur les puces. Les prix ont augmenté parce qu'il y a une compétition terrible pour pouvoir les récupérer, ces puces, pour pouvoir construire ce data center. Alors si on montre ici un data center créé en France, okay, on a le modèle qui pourrait être utilisé Mistralia, donc ça c'est français, on n'a aucune dépendance de cœur, rien du tout. Pour le site, bon, ben, on peut choisir un site en France, aucun problème. Pour le GPU,
On n'a pas le choix. Nvidia, États-Unis. On a une dépendance qui est bah, si les États-Unis nous vendent plus de Nvidia, on n'a plus de data center. Fonderie avancée TSMC. Donc si Taïwan a des problèmes, on n'a plus de data center. Et Nvidia a plus de carte graphique. Mémoire HBM, SK Hynix, Samsung. Donc si on se met pas bien avec la Corée du Sud, ben, on n'a plus rien. Logiciel bas niveau, donc là, ça va être des logiciels notamment CUDA, hein, qui est développé par Nvidia et qui est également donc américain. Voilà, donc là, on a mis les chiffres d'affaires convertis en milliards d'euros, donc en 2025. Encore, ça a encore beaucoup augmenté en 2026, hein, probablement. Ici, on est à 185 milliards d'euros pour Nvidia, TSMC, on est à 105 milliards, SK Hynix, 55 milliards, ASML, 32 milliards, et ST Microelectronics, 10 milliards. Mais ensuite, étant donné que la marge est ridicule, bon, il y a chiffre d'affaires et puis après, il y a le bénéfice, ce qui est très différent du coup, quand vous faites des marges de 2,3%. Voilà. Donc en gros, bah, en Europe, on n'a rien. Hein. On a ASML. Déjà, on a ASML, c'est déjà pas mal, mais c'est à peu près tout. Alors, est-ce que dans le futur, ça va se résoudre? Est-ce que les Chinois, quelque part, ils vont pas quand même réussir le pari de recréer tout l'écosystème pour pouvoir créer ces puces? D'autant que TSMC, c'est Taïwan. Taïwan, c'est quasiment la Chine. C'est le même peuple, c'est la même génétique. Politiquement, c'est séparé et les États-Unis jouent là-dessus. Mais on pourrait se dire qu'ils pourraient. Ils pourraient. Eh ben, ils essayent. Ils essayent, tout le monde essaye, globalement. Les Américains essayent, mais alors les Américains, ils ont pris une autre stratégie. Les Américains, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont demandé à TSMC, contre leur protection, de construire des usines aux États-Unis. Il y a 3 usines de TSMC, 3 unités de fabrication, des fabs, qui sont en train d'être créées aux États-Unis, qui coûtent très cher. On est sur des sommes aux alentours de peut-être 50 milliards par fab. Et des durées de création également qui sont très longues. Ok, donc on a la Chine qui a investi. Donc là, c'est les achats des machines. Alors les achats des machines, c'est intéressant parce que c'est des achats des machines pour la création des puces. C'est des machines, donc c'est compétitif aussi, puisque si vous n'avez pas les machines, vous ne pouvez pas créer les puces. Ça, c'est certain. Vous voyez que la Chine a dépensé 49 milliards dans l'acquisition de machines pour la création de puces. Mais les Américains les bloquent à tous les niveaux. Ils les bloquent pour les puces Nvidia, ils les bloquent pour ASML. Alors vous allez me dire, ASML, c'est européen, oui, mais enfin bon. Les Américains les bloquent quand même. Et les Américains les bloquent partout. Donc, ils leur mettent des bâtons dans les roues, donc c'est compliqué. Mais on est quand même à 49 milliards de dollars d'investissement dans les machines. Donc, ils font quand même beaucoup de progrès et ils essayent en tout cas. Ensuite, on a Taïwan, 31 milliards. On a la Corée du Sud, 25 milliards. Vous voyez, bon, là, ça veut tout dire. Donc, même si à l'heure actuelle, vous pensez que ça va changer, en fait, non. Puisque les machines qui sont actuellement achetées sont achetées toutes par l'Asie. Donc, qui vont créer les puces? L'Asie. Amérique du Nord, on est à 11 milliards. Japon, 9,5 milliards. Reste du monde, 5,2 milliards. En Europe, on a dépensé combien? 2,9 milliards. 2,9 milliards en Europe pour les machines qui créent les puces. Donc, on a complètement abandonné les puces. On n'aura jamais de production de puces en Europe. Écart d'investissement. Alors, on s'est amusé quand même à faire un petit récapitulatif des différences d'investissement entre les acteurs, les gros acteurs et l'Europe. Donc, la Chine a investi 17 fois plus que l'Europe. Hein. Je ne parle pas que de la France, là, je vous parle de l'ensemble de l'Europe. Taïwan a investi 11 fois plus. Taïwan, une petite île, a investi 11 fois plus que l'Europe. Corée a investi 9 fois plus que l'Europe. La Corée, pays minuscule. Et si on prend Chine, Taïwan plus Corée contre l'Europe, on est à 36 fois plus. Voilà. Donc, le futur ne s'annonce pas radieux. Ok, allez, c'est à peu près tout ce dont je voulais vous parler. Si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à vous abonner. Il reste encore beaucoup de vidéos qu'on va mettre en place sur l'IA, sur la chaîne de valeur de l'IA. Et après, on va parler également de Nvidia. On a pas mal de vidéos prévues sur Nvidia. Vous allez voir pourquoi Nvidia est l'entreprise qui vaut le plus au monde en termes de capitalisation. Et vous pourrez vous faire une idée si c'est légitime ou pas. Et vous allez voir que le marché n'est pas idiot. Si vous avez envie de vous former sur des applications IA, n'hésitez pas à venir sur dima.fr. On a notamment sorti récemment une formation sur Claude qui est extrêmement complète. N'hésitez pas à y jeter un œil si vous souhaitez vous former. Et on a également une formation complète pour tous les développeurs qui souhaitent utiliser l'intelligence artificielle dans le cadre de leur travail. On a également une formation complète sur le sujet. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. Allez, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.